14,5% en un an. C'est l'augmentation des prix du panier calédonien observée par UFC Que Choisir. Tous les mois, l'association de consommateurs observe minutieusement l'évolution des prix de 34 produits fixés par la DAE, la Direction des affaires économiques. L'association avait déjà alerté en début 2022 que l'inflation dépasserait 10%. Elle est désormais de 14,5%, une hausse qui inquiète le président de l'association, Gilles Vernier. On l'écoute au micro de Michel Pimbé. Je reviens, moi, sur cette liberté des prix où on voit certaines exagérations quand même de prix à la vente que nos adhérents nous remontent en se posant la question, en disant on connaît le coût du fret qui a augmenté de temps, on connaît les différents services qui ont augmenté, est-ce que le prix de vente se justifie par rapport aux vraies augmentations ? Je crois que les autorités compétentes seraient les bienvenues d'étudier un peu cette marche en avant entre le prix d'achat et les différentes augmentations et à combien ce prix réel se retrouve sur le marché et combien on le retrouve chez le particulier. Parce qu'à mon avis, il y a quand même dans certains cas des exagérations. Qu'est-ce qui donne un frein à la grande distribution ? C'est la concurrence. Or, que voyons-nous en Nouvelle-Calédonie ? On a 2-3 groupes qui se regardent, pas en chaîne faïence, mais qui se regardent tous les matins et qui comparent leurs prix. Je sais que c'est interdit, mais bon, tout le monde sait le prix du voisin. Et donc, s'il y en a un qui augmente, eh ben, on sera peut-être juste un peu en dessous, mais ça augmente quand même. À partir du moment où il y a une réglementation, il y a une obligation de ne pas faire, là, c'est différent. La Calédonie, le commerce est totalement libre. Hein. Je veux dire, personne n'est ennemi de son porte-monnaie. Si vous êtes commerçant, vous essayez de gagner le plus d'argent possible, ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas une critique. Mais on a une période où il faut que tout le monde fasse un peu un effort. Vous avez goûté les macarons à la fraise ? Ouais. Ils sont comment ? Ils sont méga bons. Ils sont méga bons. Ça Okay. fait 2 jours qu'on vient manger ici. Ils font pas le café coco ? Ah si. Si ? Ah, mais je vais peut-être prendre ça. Après 4 ans, le centre de vacances et de loisirs Les Cocos de Pointe-Boute met fin à leur association. Ce fut les dernières semaines du centre en décembre. Malgré la fin de cette aventure, Delphine, à l'initiative du projet, rappelle néanmoins que les activités périscolaires sont essentielles et complémentaires de l'école. Une belle page qui se tourne avec plein de souvenirs dans la tête. Et on espère que voilà, cette vision éducative que nous avons pourra être portée peut-être, pourquoi pas, à l'international. L'idée, c'est de mener notre vision éducative encore plus loin, tout en étant conscient que c'est ici que tout a commencé. Parce qu'aujourd'hui, on est convaincus que les centres de vacances et de loisirs et tous les loisirs extrascolaires en règle générale sont vraiment, vraiment importants pour valoriser en fait toutes les formes d'intelligence pour les enfants et une façon pour eux d'apprendre tout en s'amusant, en expérimentant, en étant en pleine nature. Et c'est vraiment pour nous un gros soutien à l'école. Tous les enfants sont intelligents et on a besoin de toutes les intelligences pour relever tous les défis auxquels on va faire face, notre humanité, si je pourrais dire ça comme ça. Même si la structure ferme, les centres de vacances et de loisirs seront toujours maintenus sur la zone grâce à l'association Omnisport de Népouy. Une association grandissante avec 50 à 60 enfants par centre aujourd'hui, contre une trentaine il y a quelques années. L'AON assurera le périscolaire sur Pointe-Boute, les animations du mercredi après-midi et pendant les vacances. Moi, si j'étais directeur, tu as vu, je déclare le nombre d'inscrits. Voilà. Les cocos nous aidaient bien parce que c'est vrai qu'ils récupéraient quand même une bonne partie de cette population jeune. On a appris donc qu'ils quittaient le territoire. C'est vrai qu'on a récupéré déjà pas mal d'enfants. On est aussi sur le périscolaire, chose qui sera nouvelle donc pour l'association. Et ce périscolaire sur la commune de Pointe-Boute devrait démarrer donc dès la première semaine de rentrée. J'ai rencontré aussi donc les élus communaux de Pointe-Boute et monsieur le maire, donc qui sont favorables à cette reprise et qui souhaitent qu'elle se fasse parce que c'est vrai que les parents sont demandeurs et étaient vraiment inquiets à la veille des vacances de savoir qui reprenait. Donc on peut les rassurer, c'est vrai que le périscolaire sur Pointe-Boute va reprendre avec l'association. Ça ne sera plus les cocos, mais on utilisera une grande partie de leur matériel. On aura donc une grande partie de leurs animateurs et on sera surtout dans les locaux que les enfants connaissent déjà. Au jour d'aujourd'hui, c'est la difficulté qu'on a. C'est ça de trouver des animateurs et des bons animateurs et surtout des directeurs. J'encourage tout le monde à essayer. Voilà, ça peut être bien, ça fait peur, mais voilà. C'est pour la future génération qui sont là avec nous. Et voilà, ils apprennent de nous aussi.
Pour les prochaines vacances trimestrielles, l'association proposera une animation en centre de loisirs et un camp pour la première semaine. Au mois d'octobre, un séjour au Vanuatu sera également organisé. Une quarantaine d'enfants pourra y participer. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 82 74 87. À vos marques, prêts, partez, le Dry January fait son grand retour pour sa 2e édition. C'est l'agence sanitaire et sociale qui lance un défi aux Calédoniens. Arrêter de boire de l'alcool pendant tout le mois de janvier. Le but, sensibiliser la population sur sa consommation et la limiter. Aujourd'hui, 3 jeunes sur 10 boivent régulièrement de l'alcool. On n'oublie pas qu'en 2022, la boisson est liée à 80% des accidents de la route. On fait des appels aux personnes pour qu'ils nous proposent des slogans, pour qu'elles donnent leurs témoignages. Donc c'est une plateforme via les réseaux Facebook, LinkedIn et Instagram et TikTok même, on va chercher les jeunes. L'agence sanitaire cherche à entrer en contact et puis après on fera des statistiques à la fin de la campagne pour voir combien de personnes ont effectivement relevé le défi. Immédiatement, la conséquence, c'est déjà une économie d'argent, parce que l'alcool, ça coûte cher, c'est de plus en plus taxé. Pour pouvoir financer les opérations de santé publique, notamment celles de l'agence sanitaire et sociale. Et puis, on va avoir un gain santé assez rapidement. L'alcool, c'est quand même un produit qui demande au corps d'être assimilé donc de l'énergie. Donc, on va se sentir plus en forme. On va ressentir aussi les goûts, les odeurs mieux qu'avant. Donc, on va plus profiter de ces repas. Et puis, au niveau de la circulation sanguine, de la peau, de l'éclat de la peau, on va se trouver plus beau dans le miroir. Sur la route de Gatop à Vaud, pas loin du bord de route, une ancienne usine à café à l'abandon vient d'être découverte par Dominique Fleureau, propriétaire du terrain, accompagné par Glenn Bernanos, producteur de café et acteur touristique de la commune. Une usine de transformation de café qui appartenait à César Debien au début des années 1900. D'une grande ingéniosité, elle était la seule à l'époque à avoir un séchoir sous verrière. La verrière, moi je pensais qu'elle était par là-bas. Non, elle est ici. On a encore l'empreinte sur le mur, sur la façade. Tu vois, ce qui n'a pas été peint, c'est la coupe de la verrière qui partait du bâtiment de l'usine à café jusqu'à l'habitation du gérant. Et il y avait 4 pans, donc 2 sur la partie haute et 2 encore sur les côtés. Toiture et mur, tout en verre. Tout en verre. Plus loin, à travers les lianes, on peut apercevoir tout le mécanisme de transformation du café alimenté par la force de l'eau. Le principe, c'était prendre de l'eau dans un puits ici, la stocker dans un réservoir au-dessus, et par gravité, ça alimentait tout le système de nettoyage du café. Et donc toutes les machines qu'on voit au fond étaient entraînées par un moteur à pétrole et avec des courroies. Et on avait tout le système qui se mettait en route. Et jusqu'au final, pour arriver au grain de café nettoyé dans le bassin. Les sacs de café récoltés mûrs étaient stockés à l'étage et ensuite étaient versés dans la trappe ici, l'entonnoir qu'on voit, et donc étaient entraînés par toute la machinerie et arrivés dépulpés dans le bassin. Juste à côté de l'usine étaient installés des sanitaires qui datent de la même époque et qui sont toujours fonctionnels aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs les mêmes carreaux que l'on retrouve plus loin sur le sol d'un bâtiment qui servait de magasin et dans lequel il y avait aussi une boulangerie et une boucherie. Ça, c'est ce que je viens de dégager. Donc là, tu vois les carreaux qui ont été posés à l'époque. Et là, on a le muret de soutènement ici, en pierre sèche. Donc les anciens, ils avaient fait un espace ici, on va dire, clientèle. Ici, c'est un ancien four à pain. Ah d'accord. Il reste une brique. Hein. Et ici, on avait un autre espace là-bas, c'était la boucherie. Et bon, les parties artisanales en béton brut, quoi. En fait, moi, j'avais entendu parler de cet endroit. Et j'avais un grand-oncle, M. César Debien, qui était marié à une fille raguée, qui est venu, qui s'est installé ici. Il y avait déjà la maison principale. Mais lui ne résidait pas là. Il était installé à l'écomusée du café, en fait, à la maison des Stops. Et ici, c'était des employés à lui qui étaient là. À l'heure d'aujourd'hui, oui, ça reste assez compliqué d'avoir des dates exactes de la construction de la maison, déjà d'une part.
On a à peu près les dates de l'arrivée de M. Debien sur le site, entre les années 1900 et 1950 qu'il a résidé sur le site, mais bon, après on n'a pas plus de détails plus précis, quoi. Ça fait partie de notre patrimoine et puis que ça ne tombe pas aux oubliettes, quoi, parce que c'est quand même une partie assez importante de l'histoire de Vaud, quoi. Ah, il y a pas mal de vestiges très très anciens. Voilà, une pioche. Dominique et Glenn souhaitent réhabiliter cet endroit pour en faire profiter les Calédoniens et passionnés d'histoire. Le nom du lieu en langue, c'est d'ailleurs Poaeno, l'endroit où l'on se promène. Si vous avez des informations le concernant ou concernant les familles qui y ont habité, vous pouvez contacter Glenn Bernanos au 75 53 03.